Bonjour à tous, Ulrich Génisson, fondateur d'Eat to Be Fit, la première communauté du régime cétogène depuis 2015. Et je rappelle que je suis en cétose nutritionnelle ininterrompue et toujours vivant depuis 2013. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'Antoine qui va partager son expérience, son témoignage du régime cétogène. Bonjour Antoine. Bonjour Ulrich. Alors, tu es un invité un peu spécial, Antoine, parce qu'on se connaît depuis longtemps. Et tu as eu le privilège d'être cité dans notre premier livre, le grand livre de l'alimentation cétogène, pour la simple raison qu'en 2016, je t'en ai confié le manuscrit et je t'avais donné je t'avais demandé en fait de me dire si tu voyais des choses. Tu as un background en biologie dont on va parler, donc je t'avais demandé de me relire mon manuscrit avant que je le donne à mon éditeur. Donc ça fait longtemps qu'on se connaît, c'est pour ça que je tiens à préciser qu'on ne va pas se découvrir avec ce témoignage. Alors, merci Antoine d'avoir accepté de témoigner. Peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Alors, moi, je suis un scientifique. J'ai eu une maîtrise de biochimie, de biologie cellulaire. Et c'est pour ça qu'on avait eu des affinités, qu'on s'était parlé sur Facebook, sans savoir au départ qu'on avait des intérêts communs. Et donc, moi, j'ai une maîtrise. Donc, c'est pour ça que j'ai lu des livres comme la biochimie structurale et métabolique. Donc ça, c'est des choses, c'est très intéressant parce qu'on apprend à savoir comment des molécules dans notre corps sont intégrées, transformées, et c'est comme ça qu'on peut savoir le métabolisme, parce qu'on avale des choses et ensuite elles sont stockées parfois et métabolisées dans notre corps, ce que les gens ne savent pas quand ils mangent tout et n'importe quoi. Parce que, alors, là, on n'est plus dans la présentation, mais moi, j'ai aussi travaillé pour l'INSERM. Donc, ça, c'était en 2013-2014. Et il en a résulté, donc c'était les études sur les comportements alimentaires et les relations entre nutrition et santé, ça s'appelait Nutrinet, et puis aussi pour l'étude suivie Max 2. Donc ça, c'était l'aboutissement avec le Nutri-Score. Et moi, j'étais que le technicien qui a participé à réceptionner des données. Mais le souci, c'est que le Nutri-Score, bon, même s'il va être corrigé bientôt, il a été biaisé. Pourquoi? Parce que le professeur Herzberg, pour qui je travaillais, Pilar Galland, pour qui je travaillais, eh ben, ils travaillaient pour le ministère de la Santé. Et le problème, c'est qu'ils ont intégré à des réflexions pendant des réunions des protagonistes qui voulaient, eux, vendre leurs produits. C'est pour ça qu'on se retrouve avec, par exemple, des trucs avec plein de pain ou du sucre qui sont en Nutri-Score A Hmm. ou B, alors qu'on peut avoir des choses qui sont sains pour la santé, du, du poisson avec certains acides gras ou des noix qui, eux, se retrouvent en D, en E, alors que c'est Hmm. beaucoup mieux pour la santé que ce qui est en AB. Donc le Nutri-Score est décevant là-dessus. Donc, même si j'y ai participé, je ne regrette pas ce que j'essaye de faire, hein, parce que moi, je n'en ai pas conscience. Après, par contre, je ne peux pas citer les grandes entreprises pour lesquelles j'ai bossé. Ils m'avaient fait le même coup. C'est-à-dire que j'ai fait un travail sur le taux de sodium. Donc, après, on a su, ça c'était il y a, alors c'était quand? En 2007, donc il y a très très longtemps, on va dire. Et à ce moment-là, on pensait qu'il y avait un intérêt de mesurer le sodium dans les aliments. Donc après, là, on a vu que les cardiologues se sont entendus qu'il n'y avait pas une corrélation en fait entre le taux de sodium et les problèmes cardiaques. Mais moi, quand je travaillais, j'ai mis au point la technique parce que à ce moment-là, on se base sur l'AFNOR. Donc l'AFNOR, c'est l'agence française qui dit comment il faut faire les extractions de sodium et de toutes les mesures biochimiques dans les produits alimentaires.
Il y a tellement de choses à dire, je sais pas si je peux tout dire. Donc, en gros, moi j'ai fait 3 méthodes. Et la méthode qui relevait le moins de sodium, et ben en fait, c'est celle qu'ils ont gardée et qu'ils ont appliquée pour mesurer les aliments. Donc, au lieu de Hmm. prendre la méthode qui était la plus sensible et qui prenait le taux le plus réel et le plus juste de sodium dans les aliments, parce que quand on mange, on dissout, on détruit les structures avec des acides digestifs, ensuite les bactéries dans notre intestin, et ensuite ça passe la perméabilité membranaire des microvillosités, ce qui fait que ça rentre dans notre corps par le circuit lymphatique, le circuit sanguin, et ensuite c'est traité par le foie, et ça circule. Donc, en gros, j'ai été pareil, manipulé, puisqu'on m'a demandé de faire un truc, et puis à la fin, ils ont complètement biaisé ce que moi j'avais choisi comme méthode. Donc, j'ai pas choisi. Après, les autres choses que je voulais dire, c'est que Bah, aussi en on fait, faisait. pour faire Ouais, simple, c'est quand même. Attends, on a un petit décalage, donc tu m'excuses d'avance si je te coupe parce qu'on a un petit décalage de 2-3 secondes quand on j'ai va remarqué, ouais. parler l'un après l'autre. On va se marcher forcément dessus. Donc, pour faire simple, si tu veux, tu dénonces, de par ton parcours professionnel, scientifique, etc., une production de mauvaise science et une corruption massive, parce que le Nutri-Score, par exemple, on voit très bien que c'est littéralement une merde. Le Nutri-Score ne sert à rien, c'est juste clairement un indicateur totalement stupide qui a été fait pour les intérêts de certaines personnes. Il n'a aucun lien, aucun rapport avec quoi que ce soit en termes de santé, et c'est clairement quelque chose qu'il ne faut absolument pas regarder. Vous pourriez manger quelque chose qui serait classé A, soi-disant bon pour la santé, ou classé E, bon pour la santé, et ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit bon ou mauvais. Les indicateurs sont frauduleux. Et même chose sur les mesures de micronutriments, on a un vrai problème. Aujourd'hui, il n'y a pas, enfin, je vais même le dire, même la base de la FDA aux États-Unis, qui est la plus large et la plus fiable, donne des chiffres qui ne sont pas fiables et qui sont totalement éloignés de ce que les gens mangent. Typiquement, quand, je ne sais pas, vous allez prendre un avocat, vous allez vouloir savoir ce qu'il y a dedans en termes de macronutriments et de micronutriments. Et quand vous regardez un petit peu l'analyse nutritionnelle, vous vous rendez compte que l'avocat en question, c'est pas la bonne espèce, que l'indication de l'analyse nutritionnelle va vous parler d'un avocat qui a poussé au Pérou, alors qu'en fait, il va venir du Chili, dans un autre sol, par exemple, cultivé hors sol. Ce qui veut dire que concrètement, l'information nutritionnelle que vous allez avoir sur cet avocat, elle est totalement différente d'une information nutritionnelle que vous pourriez avoir si vous preniez cet avocat et que vous l'envoyez dans un laboratoire indépendant pour faire une recherche de tous les nutriments. Ça va vous coûter autour de 300 €. Et vous allez apercevoir qu'il y a un gap qui est énorme. C'est vraiment le Grand Canyon. Et donc, tout ça, en fait, c'est une grande farce. C'est-à-dire tout le monde essaie de faire croire que c'est fiable, que c'est précis, etc. Alors qu'en fait, c'est presque du charlatanisme, tout ça. Et toi, tu y as travaillé, donc tu as cette expertise, tu as pu voir en coulisses comment ça se passait, comment les choses étaient faites. Et tu as, à un moment donné, vu qu'il y avait une différence entre la théorie qu'on t'avait appris et puis la pratique concrète de ce que tu étais capable de produire pour ton métier. J'ai aussi travaillé en hôpital et de 2015 à 2019. Et j'ai été témoin aussi de traficage de données. En fait, on recueillait les données et les sociétés pour lesquelles on travaillait, pharmaceutiques, quand ça les embêtait, bah, ils supprimaient certains patients pour avoir un tableau qui abondait dans le sens que eux, ils voulaient dire que le médicament fonctionnait. Et ils s'en cachaient pas. Ils faisaient ça devant nous. Et donc, moi, finalement, j'ai changé de voie présentement. Et, et moralement, ça me va beaucoup mieux. Alors, pour reparler du Nutri-Score et tout, bah, c'est comme les viandes, hein, en fonction de si l'animal a mangé de l'herbe, s'il était en haute montagne, c'est pas la même qualité de viande. Et le problème, c'est que ces laboratoires-là, ils n'ont pas réfléchi à. Alors, est-ce qu'ils le font sciemment ou pas? Normalement, un scientifique est censé tout analyser, réfléchir à tout, la moindre chose. Eux, ils sont dans une optique de séduction commerciale de personnes qui achètent leurs produits. Donc, c'est pour ça qu'ils biaisent les études, ce qui est moralement pas acceptable. Mais alors, le problème, c'est que après, ensemble, on a aussi des affinités politiques, donc on peut aussi parler de ça.
c'est qu'en France, les gens, ils attendent de leurs politiciens qu'ils les aident même à manger. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ils veulent plus faire de choix par eux-mêmes. Ils attendent qu'on fasse des choix à leur place en France. Parce que moi, je suis en France en ce moment. Et c'est impactant parce qu'on leur prend une grosse partie de leur argent sur leur salaire. Ensuite, ils se retrouvent avec pas grand-chose. Et là, on a eu des manifestations d'agriculteurs en France il y a une semaine, 10 jours. Ce qui veut dire qu'il y a eu un impact pendant 30 ans à ce que les gens ils achètent les produits les moins chers, les produits qui sortent le plus sur la publicité à la télévision, qui ont le plus beau packaging. Et donc, ils ont eu une déviation de leur consommation et ils n'ont pas choisi des produits habituels, des produits, des avocats, manger de la ratatouille avec des légumes, des aubergines, des concombres, manger des courgettes, même manger des fruits qui sont moches. On leur a présenté des fruits, ah non, il faut que ça soit des belles tomates entre 8 et 13 cm, et sinon on les fout à la poubelle. Et ça, on peut montrer des photos, les agriculteurs, qui détruisent des tonnes de produits qui sont consommables, tout ça parce qu'ils sont moches. Ils ont une carotte qui a deux racines, donc ça va pas. C'est très. Mais alors, il faut que, grâce à toi, on prenne conscience que quand on est habitué à manger du chou, de, des, et tout un tas de légumes de saison, il faut que les gens en reprennent conscience parce qu'à la campagne, les gens ils savaient quoi manger à quelle saison. Alors que maintenant, les gens sont Hmm. paumés. Oui, tout à fait. Il y a une vraie décorrélation, un vrai découplage entre une sorte de monde de consommation qui serait dans les villes et puis un monde de production qui serait soit dans les campagnes françaises, soit à l'étranger. Et les gens sont au courant de rien, ne savent pas que beaucoup de légumes, beaucoup de végétaux poussent hors sol, c'est-à-dire ils n'ont jamais été en contact avec la terre, ils ne savent pas comment sont élevés les animaux, etc. Donc finalement, la seule source d'information, c'est la télévision. Aujourd'hui, la télévision, c'est juste une source de propagande, c'est pas une source d'information. Et donc, il y a une vraie décorrélation complète entre un monde de production et un monde de consommation. Et ça, c'est un vrai problème. Alors, je voudrais vraiment qu'on revienne. Maintenant, on a compris que tu avais un vrai background scientifique, que tu étais capable de comprendre de la biochimie fine, etc. Et donc, c'est intéressant de voir pourquoi tu en es arrivé au régime cétogène. Donc, bien sûr, je t'ai confié le manuscrit du Grand Livre d'alimentation cétogène en 2016 pour une relecture et avoir ton avis dessus. Mais comment ça s'est passé comment tu as découvert un peu ça, parce que je pense que dans ta formation, tu n'avais pas été forcément informé à ce qu'était le régime cétogène, et comment tu l'as mis en place, comment tu as débuté. Moi, j'ai rencontré pendant mes Et je te propose qu'on fasse, je te propose qu'on fasse une petite pause juste pour essayer de trouver une solution pour la connexion, parce qu'on a une petite latence, donc je fais une petite pause, une seconde. Bon, on a essayé de faire des petits tests pour améliorer la connexion, mais c'est encore pas ça. Donc, il va falloir faire avec. Oui, donc je te disais, quand tu découvres le régime cétogène 2016, comment tu t'accapares ça? Qu'est-ce que tu vas chercher comme info et comment tu mets ça en place dans ta vie à toi à ce moment-là? Alors, moi, j'ai travaillé aussi à l'Institut Gustave Roussy et j'ai passé un MOOC sur les stratégies de diagnostic des cancers par l'Université Paris Diderot. Donc, je sais que métaboliquement, notre corps, tous les jours, il produit des cellules défectueuses. Hein. C'est comme une usine. Du coup, il y a une espèce de système de correction, comme le taylorisme, le fordisme, ce qui permet, parce qu'on a quand même des milliards de cellules, et à un moment donné, ça déconne. Donc, quand il y en a 2, 3, ça va. Il y a des points de vérification. Alors, le problème, c'est que si ça saute ces points de vérification, ben ensuite, la cellule, elle peut se barrer et faire une métastase. Quoi. Elle continue à se multiplier parce qu'elle n'a pas de régulation, alors qu'elle est censée se faire dégommer par notre système de vérification. Donc ça, c'est un peu compliqué. Hein. C'est les P21, P17, c'est ce qu'on a dans notre corps. Et si on mange
très souvent, matin, pause de 10 heures, midi, le soir, le 4 heures, et puis encore manger à 22 heures parce qu'on a envie d'ouvrir le frigo et de manger, puis après se coucher. Et ben ça augmente notre glycémie continuelle qu'on peut mesurer avec l'hémoglobine glyquée. Donc moi, j'ai aussi travaillé, j'ai fait plusieurs boulots, en laboratoire d'analyse biomédicale. Ça, c'était en 2012-2013. Et puis, j'ai aussi bossé pour un grand labo, je ne peux pas dire le nom non plus, en 2015. Enfin, plusieurs labos. Et puis en 2013 aussi, un grand labo qui fait de la mesure d'hémoglobine glyquée. Donc il y en a 18 ou 21 hein, des types de diabète. Il n'y en a pas juste deux ou trois comme ce qu'on dit souvent de façon générale, pour généraliser, pour simplifier. Et ce problème, c'est que si on a tout le temps du sucre dans le sang, donc du glucose, je vais être précis parce que des sucres, c'est pareil, il y en a des dizaines. Donc moi, quand j'avais relu ton livre, je me souviens que je t'avais envoyé des schémas avec tous les sucres qui existent et tout. Puis l'éditeur avait dit non, c'est trop compliqué. En France, on n'est pas prêt à lire des trucs trop compliqués comme ça. Donc il n'avait pas voulu mettre de schéma des différents sucres qui existaient. Non, le grand livre de l'alimentation cétogène, c'est un livre de vulgarisation scientifique pour vraiment rentrer directement dans le régime cétogène. Ça ne s'adresse pas à un bac plus 5. Donc, l'idée, c'était vraiment de simplifier les choses. Maintenant, de la vraie littérature scientifique sur le régime cétogène, de toute façon, en France, il n'y a pas de lecteur. Il n'y a pas de marché. Il y a 3 Pékins qui vont lire ça et de toute façon, ils vont te dire à la fin, oh, mais si c'était vrai, ça se saurait. Donc, typiquement, tous les abrutis de cancérologues qui t'expliquent qu'il n'y a pas de lien entre le sucre et le cancer, qui n'ont jamais lu Warburg, bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'en France, c'est un pays vraiment d'attardés. On a 25-30 ans de retard sur toute la zone anglophone. Je parle en zone anglophone parce que je voyais encore une conférence sur le glioblastome et le régime cétogène en Nouvelle-Zélande. Avant qu'il y ait ça en France, il va se passer au moins 25 ans. Donc, il y a 2500 personnes qui meurent chaque année du glioblastome. Les 2500 personnes n'entendront jamais parler de régime cétogène comme adjuvant pour guérir, stabiliser leur tumeur. Mais c'est comme ça, donc on ne peut rien y faire. C'est pour ça que l'idée, c'était de rentrer sur un livre simple que les gens peuvent utiliser, n'importe qui peut utiliser, même avec aucune étude scientifique. Et c'est pour ça que je voulais écrire ce premier livre. Et le deuxième, d'ailleurs, Bonjour Keto, est toujours dans cet esprit-là. C'est toujours pas un livre scientifique sur le régime cétogène, parce que de toute façon, ce sujet-là n'intéresse personne en France. Voilà. Moi, j'ai donné un exemplaire du livre à la personne qui s'occupait de la nutrition des cancéreux et j'ai jamais eu de retour, malheureusement. Mais je l'ai donné au cancérologue et au neurochirurgien qui a opéré ma mère d'un glioblastome. J'ai jamais eu de retour non plus. Donc, si tu veux, concrètement, enfin, c'est par expérience que je dis qu'on a un pays d'attardés en France. Quand je dis d'attardés, c'est que le seul pays au monde où il n'y a pas une grande conférence métabolique avec l'approche cétogène pour la maladie. Et je ne parlerai même pas du cancer, mais des choses beaucoup plus simples, typiquement le diabète de type 2. La première étude scientifique sur le diabète de type 2 inversé grâce au régime cétogène, c'est 1920. Aujourd'hui, il y a 500 millions de personnes dans le monde directement touchées par un diabète de type 2, c'est-à-dire des gens qui ne savent pas manger, à qui on va prescrire des médicaments et de l'insuline à vie avec des dommages absolument énormes, pathologies cardiovasculaires, etc. Alors que ces gens-là, ils sont guéris en quelques jours, quelques semaines grâce au régime cétogène. Il y a un témoignage dans les portraits keto d'une personne qui passe d'une glycémie le matin à jeun de 145 à 75 en 3 jours. En 3 jours, elle se passe de médicaments alors qu'elle est diabétique depuis 25 ans. Donc, à un moment donné, c'est juste être dans un monde d'abrutis. Et je vais souligner le mot d'abrutis parce que des médecins, des diabétologues qui expliquent à des malades que si on pouvait inverser le diabète de type 2, ça se saurait, ou que les glucides sont indispensables à notre survie, par exemple pour notre cerveau, c'est juste de l'abrutissement parce que c'est scientifiquement faux, c'est dans aucun manuel scientifique ni dans les manuels qui servent à former les médecins. Donc voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc c'est juste en fait des gens un peu informés sur comment inverser leur pathologie grâce à un régime cétogène qui est au fait du bon sens, de la viande, des légumes, du poisson, des œufs, c'est pas très compliqué, et des pathologies qui sont guéries simplement sans que les gens en fait ont eu la nécessité de faire des efforts sur de la biochimie ou des choses complexes qui intéressent que des initiés ou des spécialistes finalement. Voilà. Et c'est pour ça que moi je reste factuel dans ce que je dis. Et par exemple, ma propre mère qui a vu du diabète, et ben, j'arrive pas à convaincre et puis à convaincre son médecin que des fois il raconte des choses qui sont ineptes. Et j'ai même
le mari de ma cousine qui est décédé d'un glioblastome. Et pourtant, je lui avais parlé de ton livre et puis du fait qu'il fallait absolument stopper la progression, donc stopper une alimentation classique. Il y a tellement de choses à dire à l'école. Les enfants, ils apprennent plein de bêtises. Maintenant, ils apprennent même plus les mathématiques ou l'histoire. Et avant, pourtant, dans les années 70, 80, mes parents ils me disaient que ils avaient appris à se faire à manger, ils apprenaient des choses très utiles, de la mécanique. Mais maintenant, moi, je me souviens qu'on apprenait que les métiers manuels. Et finalement, je suis revenu sur un métier manuel. Maintenant, je suis technicien parce que je gagne mieux ma vie. Et sinon, à l'hôpital, je n'étais pas respecté, je m'en sortais pas financièrement parlant. Et à l'école, on apprend que si tu es manuel, tu es un abruti et qu'il faut être un intellectuel et que forcément, Mais il faut. c'est juste français, ça. C'est français. Parce qu'aux États-Unis, tu prends n'importe quel charpentier, mécanicien, etc. Les gars, là, en ce moment, ils tournent entre 80 et 100 000 $ par an. Hein. Donc, ils touchent parfois plus que des gens qui ont fait des 2-3 ans d'études après le bac, l'équivalent bac. Donc, c'est purement français. Parce qu'aux États-Unis, c'est exactement l'inverse. Et tu as beaucoup de gens, ils sont menuisiers, ils gagnent 150 000 $ par an, quoi. Voilà. Mais pour parler du salaire, parce que moi, j'ai le même esprit que toi là-dessus, je suis transparent. Quand j'étais à l'hôpital, j'étais payé comme les médecins, et quand j'étais à mi-temps, je gagnais juste 800 € par mois, ce qui payait juste le loyer de 730 €. Donc, c'est même pas intellectuellement possible. Alors que là, maintenant, je suis à 2300 sans les Mais primes. ça je ne veux pas en remettre une couche, mais c'est tout le système français où les gens acceptent que c'est totalement normal d'aller voir un médecin qui a fait 8-9 ans d'études et de payer 23 €. Et à côté, ils vont chez Renault, Peugeot, je ne sais pas quelle marque d'automobile, où il va y avoir un diagnostic électronique de poser et ils travaillent à 150 € de l'heure. Et puis Voilà. on va mettre Citroën aussi, comme ça fait 3, comme ça on est Ouais, propre si pour tu veux, le. mais en fait, les gens en fait sont pas choqués globalement d'avoir des gens en face d'eux qui sont des vrais techniciens de la santé et qui ont passé parfois 10 ans à se spécialiser. C'est-à-dire, c'est des gens qui commencent à travailler à 28 ans, 29 ans ou 30 ans. Voilà. Typiquement, à côté, tu peux être. Moi j'ai été apprenti, j'ai commencé à travailler à 16 ans. Ça veut dire que quelqu'un qui commence à travailler à 30 versus moi qui a commencé à travailler à 16, c'est 14 ans de salaire perdu. Et à un moment donné, les médecins, c'est normal qu'ils soient rémunérés pour cette compétence qui est vraiment très pointue. Mais non, le système aujourd'hui rémunère l'administratif. Quand on regarde des statistiques froides, typiquement le nombre de personnes qui sont employées dans le système de santé français, la totalité, et on compare avec l'Allemagne, et puis on regarde ce qui se passe là-dedans au niveau de l'administratif, on s'aperçoit qu'il y a 3 fois plus d'administratifs en France qu'en Allemagne. Et donc, forcément, on réduit les salaires des gens qui sont devant les patients. Et au final, c'est un système soviétisé de la santé où tout le monde en pâtit parce que ça coûte une fortune et ça devient de plus en plus inefficace. Et puis, les gens sont découragés. Aujourd'hui, quelqu'un qui a un doctorat en médecine, par exemple, il a vraiment intérêt à se casser de France et aller dans un autre pays où son salaire sera il sera mieux rémunéré par rapport à ses compétences. Voilà. J'en connais qui ont changé de voie aussi. Il y avait une médecin, elle est devenue prof de biochimie, et puis maintenant elle travaille dans une société privée, et puis elle doit gagner 5 000 € par mois, elle bosse en Italie aussi, mais Bien sûr. c'est des choix à faire. Hein. Ah ben, rationnellement parlant, je ne vois pas comment quelqu'un peut faire aujourd'hui le choix de rester dans un système où s'il n'y a pas de moyens, où il ne sera pas considéré, où il ne sera pas rémunéré, alors que dans d'autres pays, le monde est vaste. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a une vraie fuite de cerveau en France, ce qui va poser des problèmes dans le système de soins français, bien sûr. Moi, je me suis barré de l'hôpital, hein, mais mes rideaux, c'était des sacs La Poste, pour pas avoir le son de l'assistante sociale à côté qui était tout le temps au téléphone. J'étais obligé d'isoler avec du polystyrène, des blocs que je retrouvais dans la rue. C'était vraiment pitoyable. Hein. Oui, mais en fait, c'était la preuve justement toi-même de l'échec de ce système, c'est-à-dire que la France a produit par son système un cerveau, le tien. Aujourd'hui, ce cerveau, il pourrait être à la disposition du bien collectif, entre guillemets, c'est-à-dire produire des choses, des données scientifiques, tu as une vraie expertise, et tu as préféré faire le choix de partir dans un métier manuel technicien parce que tu étais plus considéré et mieux rémunéré. Donc finalement, c'est juste la preuve de la faillite d'un système qui va pousser l'excellence, les meilleurs, en fait, à faire autre chose, à quitter la profession ou partir, changer de pays, de toute façon.
Alors, j'avais aussi fait une formation pour analyser les données d'études scientifiques. Donc mais finalement, on me laissait pas les analyser. Ils laissaient ça à des statisticiens qui étaient super longs. Alors que moi, je maîtrisais les fichiers Excel pour extraire les données. Donc, c'est pour ça que je préfère passer du temps à relire ton livre, à parler maintenant comme on fait, parce que au moins ça peut aider des gens qui, par le bouche à oreille, auront appris, découvert l'alimentation cétogène. Parce qu'il faut vraiment arrêter de bouffer des sandwichs, des pains de mie ultra transformés, des biscuits, des bonbons, même si ça flatte le goût. Parce que comme on a dit qu'on allait faire ça, moi je pensais à plein de trucs quand je conduisais cette semaine. Je pensais à Joséphine de Beauharnais. Alors pourquoi? Parce que Napoléon, c'est quand même lui qui a demandé à ce que de l'Essert il crée de la betterave à sucre pour trouver un palliatif au fait qu'on ne pouvait plus importer du sucre de canne. Et c'est comme ça que Joséphine de Beauharnais avait les dents qui étaient pourries, hein, à force de bouffer des bonbons de canne à sucre en les mordant, comme dans des chansons des fois de Renaud, là, quand il dit qu'il mangeait des coquillages avec du sucre dedans. Mais c'est mauvais, même si ça flatte le cerveau, ça donne une information neurologique de satisfaction. Il y a des gens, par exemple, ils préfèrent bouffer des bonbons plutôt que d'avoir une relation avec une autre personne, parce qu'ils sont insatisfaits de tout. Et donc, pour ça qu'en France, on a aussi des problèmes de baisse de natalité, parce que les gens préfèrent manger qu'être avec quelqu'un. Non, mais le sucre, c'est un vrai scandale. Je ne vais pas reparler de Yudkin 72 avec son livre remarquable. C'était lui vraiment le premier qui a dénoncé les effets délétères du sucre. Au moment où d'ailleurs l'industrie du sucre publiait de la science frelatée, c'est-à-dire de la corruption scientifique, l'industrie a payé des scientifiques pour donner de fausses conclusions, de mauvaises conclusions de ses études, pour accuser le gras de tous les maux. C'est là que sont arrivés la guerre contre les graisses saturées, le cholestérol, etc., etc. Yudkin, son livre est majeur dans l'histoire. Et après, il y a quelques grands scientifiques dans le monde qui ont repris son flambeau, mais c'est lui qui est à l'origine de ça. Et clairement, faut pas oublier que dans les années 60, on a de la propagande faite par des médecins qui nous expliquent comment le sucre est bon, que les enfants doivent manger beaucoup de sucre, on grossit jamais en mangeant du sucre, etc. C'est de la propagande des années 60, ça, hein. On en est encore là. Et en Pareil plus, pour les cigarettes. Pareil pour c'est les la même cigarettes. propagande. Pareil C'est la pour même. la crème avec du radium pour les femmes. C'est la Pareil même. pour du dentifrice qui était pour blanchir les dents, mais C'est la même c'était propagande. traductif. Sauf que là, pour le sucre, ils ont mis beaucoup d'argent, ils ont corrompu beaucoup de gens, et tout le monde y croit. Donc concrètement, le sucre n'a rien à foutre dans notre alimentation. Et quand on dit sucre, on parle de la catégorie glucides. Alors, on avait déjà un problème avec les glucides avant, mais le sucre a accéléré le problème. Et aujourd'hui, on a un carnage avec 500 millions de diabétiques de type 2, 1 milliard de personnes concernées par des problèmes de, entre guillemets, résistance à l'insuline, c'est-à-dire d'hyperglycémie, d'hyperinsulinémie dans le monde. 1 milliard. Alors, souviens-toi, il y a 40 ans, le problème, c'était la faim dans le monde. Vous voyez des petits-enfants qui ne mangeaient pas en Afrique, etc. Et là, en fait, c'est exactement l'inverse. L'humanité est en train de littéralement pourrir, vraiment, d'obésité, de syndrome métabolique, de diabète de type 2, etc. On fait des amputations anti-larigot et c'est devenu la nouvelle norme. Donc, moi, je veux bien que ce soit un projet de société. Par contre, au niveau individuel, on peut faire des choses et c'est extrêmement simple. Il suffit de se passer de ses médecins. Il suffit de comprendre un petit peu l'alimentation, les protéines, les lipides, les glucides. On retient les glucides, on mange plus de lipides et on retrouve sa santé pour des centaines de pathologies, plus besoin de médicaments. Concrètement, c'est ça. Donc, il y a deux choix. Soit on suit ce que la société nous dit de faire, donc les scores nutritionnels bidons, les directives nutritionnelles, les médecins nutritionnistes pas formés, etc. Très bien. Et de l'autre côté, vous avez des gens qui font autrement, donc virage à 180 degrés, bien autonome, et retrouvent une parfaite santé, sans médecin, sans médicaments. Voilà, c'est un choix de vie. Alors, je compléterai ce que tu dis par des chiffres parce que c'est ça qui est parlant pour les personnes. Donc, moi, je prends ça comme. Mais après, on me dit que je suis hors sujet quand tu parles avec des policiers. Ils disent oui, faire attention sur la route, machin. D'accord, ok, il y a 1000 morts par an. Mais en France, à cause du sucre,
tu as des gens qui meurent de maladies cardiovasculaires, et ça, c'est 60 000, 80 000 personnes. Donc, ça veut dire que le truc qui tue et les choses qu'il faudrait arrêter, c'est de laisser à la libre distribution, même si ça, la cocaïne, le cannabis, c'est pareil, ça tue peut-être une centaine de personnes par an. Et ce qui tue le plus, c'est le sucre. Bien sûr. Donc, c'est une vraie drogue, c'est une vraie saloperie. Même des études qui ont été faites, le sucre est préféré à la cocaïne si c'est le docteur Ahmed du CNRS qui avait fait des études sur les souris, sucre versus cocaïne. Oui. Donc, il faut arrêter ce truc-là. Et pour être concret avec les gens, parce que moi, j'ai des collègues, j'ai des personnes à qui j'échange. Quand je les vois boire du Coca-Cola, je leur dis, mais non, bois du kombucha. Donc, si tu veux bien, je montre la marque à l'écran. Si tu veux, ouais, tu veux montrer le kombucha que tu bois, le kombucha du Portugal. Voilà, c'est ça que je bois. Je le commande directement au Portugal. Alors après, moi j'aime bien gingembre, citron. Après, tu as des trucs à noix de coco, coconut. Et donc ça vient du Portugal. On le commande sur un site internet. Oui, après, je compléterai après. Puis tu avais cette marque-là. Alors ça, c'est toi qui m'as fait découvrir. Donc moi, oui. je vais à Montgalais souvent. Et puis du coup, je m'arrête. Donc là-dedans, tu as 0,5 grammes pour 100 grammes de sucre. Donc ça va. Mais il faut que les gens ils pensent qu'il y a des trucs simples. Hein. Tu as faim, bah, tu manges des cacahuètes comme ça. Dis-moi sur les cacahuètes, parce que les oméga 6, ils n'aiment pas trop. Voilà, mais moi, je prends des pistaches qui viennent d'Iran, ça passe comme la frontière, je ne sais pas comment. Et là où je compléterais, c'est. Moi, mon père, il m'avait dit, mais en fait, le problème, c'est quand les Américains ils ont débarqué, avant, il n'y avait pas de Coca-Cola, il n'y avait pas de chocolat à 50% de sucre. Il n'y avait pas ça. C'est qu'après, les gens, bah, hop, ils se sont mis à découvrir ces produits-là. Et puis après, bah, paf, on a ouvert des usines de chocolat, de bonbons, de Coca-Cola. Et d'ailleurs, il y a eu les équivalents hein, en Allemagne, le Fanta, c'est les Allemands qui ont inventé ça pour les jeunes soldats qui avaient 16, 17, 18 ans pour leur faire une boisson à partir d'épluchures d'agrumes et en fabriquer des sodas. Mais il y a d'autres trucs qui existent. Du chocolat sans sucre, qui n'est pas amer d'ailleurs. Hein. Souvent, les gens me disent ouais, 100%, ça va être amer. Si, attention, tu peux avoir. Moi, je les ai tous essayés, donc je les connais bien. Le problème du chocolat, en fait, c'est que c'est très facile de masquer un très mauvais chocolat avec d'autres ingrédients et en particulier du sucre. Donc, tu mets un chocolat à 50%, tu mets du sucre et puis une tonne de merde dedans et personne n'a rien vu. Par contre, sur un 100%, ça nécessite pas, ça ne tolère pas la moindre erreur. Et donc, tu as du très mauvais 100%. Typiquement, le 99 de chez Lindt est très mauvais. Oui, voilà, dégueulasse. Pour être clair. Alors qu'à côté de ça, tu as des vrais chocolatiers, donc même certains qui sont torréfacteurs. Donc, tu as des Pralus, par exemple, en France. Alors, on avait beaucoup mis en évidence la chocolaterie Robert de Madagascar parce qu'on leur avait acheté des dizaines de kilos quand on avait fait notre crowdfunding en 2000, je ne sais plus combien, 2016, 2017. Ils font un très bon 100%. Au goût, il est vraiment très, très doux. Donc, les bons chocolatiers vont faire un bon 100%. Mais alors, les mauvais qui vont utiliser des mauvaises fèves sur un 100%, ça va vraiment être amer. Ça va mal se passer là. Mais il y a un gros choix maintenant de 100%. Plein de chocolatiers artisanaux en province qui font juste des petites productions locales, ils font du très bon 100% aussi. On avait fait un article sur notre site de mémoire, on avait mis 25, 27 exemples de chocolat 100% qu'on avait testé. Il y a une bonne offre maintenant en 100%. Il faut les connaître et il ne faut pas hésiter à les prendre. Comme ça, quand on veut se faire plaisir aussi, on peut prendre, mais en restant en bonne santé. En nourrissant pas nos mauvaises cellules, parce qu'on en revient toujours à ça. C'est que notre corps, bah, c'est une machinerie complexe, biochimique, et que si on donne du glucose à tire-larigot en disponibilité, eh ben, il y a des cellules qui n'ont pas à se développer, qui se développent. Donc ça, c'est pour l'aspect cancer. Mais il y a aussi l'aspect stockage, hein, les tissus adipeux au niveau du ventre pour les hommes, au niveau plutôt des fesses, des cuisses pour les femmes. Eh ben, ils se développent pour stocker. Donc, et il y a des choses vastement intéressantes que j'avais appris en faculté. Par exemple, on n'est pas
parce qu'on pourrait parler d'épigénétie, on pourrait parler de plein de choses, de microbiote. Il y a tellement de choses à dire, mais on ne va pas y passer 3 heures et endormir les gens. Je donnerai simplement l'exemple des Amérindiens. Donc, ils étaient habitués à avoir des périodes de famine, ce qui fait qu'ils ont 3 fois plus de gènes pour stocker la graisse quand ils ont un apport nutritionnel, au lieu de le perdre et puis de l'éjecter, et ben eux, ils le stockent en graisse. Ce qui fait que s'ils ont le malheur de boire des sodas, et c'est le même problème aussi. Donc là, je parlais des Amérindiens, donc en Amérique du Nord et en Australie. Donc eux, c'est pas les mêmes, mais ils ont le même problème. Et d'ailleurs, ils ont fait une loi pour interdire dans leur village les sodas, alors qu'aux États-Unis, c'est pas interdit. Ce qui fait qu'il y a une grosse proportion des descendants des Sioux, des Apaches, des Comanches qui sont obèses, parce que leur problème, c'est que dès qu'ils boivent un soda, c'est 3 fois pire que pour un type caucasien. Et ils stockent direct en faisant de la graisse. Oui, l'enzyme concernée principalement, c'est SCD1. Et d'ailleurs, SCD1 concerne aussi d'autres populations. Typiquement, l'épidémie de stéatose hépatique en Espagne, en Italie et en Grèce est concernée spécifiquement par une suractivation de cette SCD1 qui concerne aussi les gens qui ont eu une famine dans leur histoire, donc que ce soit proche, soit les parents, soit eux directement. On voit très bien que les gens se retrouvent piégés avec ça parce que nous ne sommes pas prévus, nous ne sommes pas designés pour avoir 250, 350, 400 grammes de glucides par jour dans notre assiette. Nous ne sommes pas prévus pour ça. C'est comme vouloir mettre du carburant diesel, du gasoil dans un véhicule essence. Et c'est pas fait pour. Voilà. Le moteur n'est pas designé pour. C'est pas le bon carburant. Et aujourd'hui, depuis, on va dire, 200 ans avec le sucre, mais depuis 70 ans après-guerre, Deuxième Guerre mondiale, les gens se retrouvent piégés par cette abondance de nourriture, pas cher, parce que les glucides, c'est ce qui coûte le moins cher. Ça coûte moins cher que les lipides, moins cher que les protéines. Et on se retrouve piégé par cette abondance, cet hyper choix de nourriture très riche en glucides. Voilà, c'est un piège qui se referme sur nous. Et en Chine, ils ont eu ce même problème parce que en épigénétie, en fait, c'est très rapide. C'est même pas sur plusieurs générations. C'est de la mère à l'enfant. Donc, par exemple, en Chine, quand il y a eu Mao Tse-tung qui a fait qu'il y ait 70 millions de morts de famine, ça a eu une transmission directe. Les fœtus de femmes enceintes, et puis de façon épigénétique, ils augmentaient leur capacité à stocker, à métaboliser pour faire des réserves. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait rien à bouffer, donc les gens mouraient de faim, ce qui était transmis directement. Donc et ensuite, forcément, 20 ans plus tard, beaucoup de personnes qui sont très sensibles aux glucides et à des problèmes d'obésité, parce qu'il y a une famine juste en N-1. Il y a eu la même grande famine. J'en avais parlé, j'avais cité ces études-là d'ailleurs dans la Céto Academy quand j'ai parlé d'épigénétique en Hollande. Ça avait été documenté, c'est le même processus. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans la société, on se fait piéger. Les gens ne sont pas au courant de tout ça. Mais la solution est par contre très simple. Il suffit juste d'évacuer les glucides de son alimentation. Et on retrouve à la fois un poids de santé. Quand je dis poids de santé, c'est que des gens qui sont trop maigres, par exemple touchés par l'anorexie, peuvent reprendre du poids. Les gens qui sont trop gros perdent du poids. Et puis après, il y a toutes les pathologies liées au métabolisme, stéatose hépatique, etc., qu'on peut inverser facilement avec un régime cétogène. Et puis après, toutes les maladies, à la fois neurodégénératives ou maladies auto-immunes, directement liées avec nos apports de glucides. On a une remodulation du système immunitaire aussi, TH1, TH2, TH17. Tout ça, c'est très important. C'est très complexe, mais c'est aussi très simple. On n'a même pas besoin de le savoir concrètement. Si on ne veut pas le savoir, il suffit juste de se focaliser sur son assiette. Qu'est-ce qu'on met dans son assiette? Donc, ma question, Antoine, c'est qu'est-ce que toi, tu mets dans ton assiette? Comment tu gères ton approche cétogène dans ta vie de tous les jours? Est-ce que tu fais 3 repas, 2 repas, 1 repas, puis qu'est-ce que tu manges? C'est vrai que j'en ai pas parlé. Je vais te répondre tout de suite, mais je voulais compléter encore. Donc, tu n'as pas cité les problèmes d'allergie aussi. Parce que moi, j'étais en allergologie pédiatrique. Et donc, dans la graisse, plus on a de graisse, plus on stocke ce qui s'appelle des mastocytes. Et donc, si on est avec beaucoup de tissu adipeux, en surpoids, et forcément, on aura des réactions allergiques beaucoup plus importantes
que les personnes qui sont maigres, qui n'ont pas beaucoup de tissu adipeux, qui donc ne stockent pas beaucoup de ces petites blocs de... Ouais, mais c'est plus large que ça parce que tu parlais des cellules tueuses, la NK killer sur les cellules immunitaires, TH1, TH2, TH17, c'est vraiment la clé. Quand on comprend ça, eh ben, on a tout compris. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. On a un vrai déséquilibre avec l'alimentation riche en glucides sur TH1, TH2, TH17. On a une population, on va dire, du système immunitaire qui va s'occuper plutôt de faire un terrain allergisant. Donc, tous les gens qui ont un terrain allergique au sens large, cutané ou ailleurs, ont une population du système immunitaire un peu trop élevée par rapport à l'autre. C'est un déséquilibre. L'autre côté, c'est plutôt la voie des pathologies auto-immunes, voire du cancer sur certaines voies. C'est-à-dire qu'on va réduire le système immunitaire qui s'occupe du cancer et puis favoriser un système immunitaire qui va être pro maladies auto-immunes. On peut parler de psoriasis, thyroïdite d'Hashimoto, toutes les maladies qui sont liées à l'intestin, auto-immun, etc., sclérose en plaques, tout ça, c'est lié. Et en fait, le régime cétogène permet simplement de renormaliser le système immunitaire. Ce n'est pas plus compliqué. Voilà, de façon très simple. Et donc, pour répondre à ta question, je fais un repas le soir, pas trop lourd, et je mange le midi. Sinon, je ne mange pas le matin, je ne mange pas à 10 heures, je ne fais pas de 4 heures, je ne me lève pas non plus à 22 heures avant de dormir. Alors, il y a quelque chose de très important là-dedans, c'est que notre corps, il faut aussi qu'on lui laisse un repos parce que dans le circuit lymphatique, il y a un nettoyage qui se fait des lipides de notre corps entre minuit et 3 heures du matin. Donc, si vous avez mangé à 21h, 22h, du coup, vous n'avez pas le temps de nettoyer cet estomac. Et du coup, votre nettoyage des lipides via le circuit lymphatique ne se fera pas. Oui, puis en plus, on n'est pas fait pour dormir et digérer non plus. Hein. Donc, c'est clair que l'idéal, c'est de dormir tôt, relativement tôt, calé au niveau chronobiologique, et donc d'avoir déjà digéré précédemment. Un estomac vide, un intestin, la première partie de l'intestin vide, etc. Et ça, c'est super important. Et il y a des problèmes de reflux gastro-œsophagien aussi. Oui. Ça, c'est simplement parce que les enfants ou des adultes, eh ben, ils mangent trop tard et ensuite ils s'allongent. Donc ça va pas parce que forcément l'estomac est encore plein, donc bah ça remonte. Plus fermentation parce que c'est des glucides, ce qui fait une pression et le reflux. Oui, bien sûr. Mais ça, il y a un livre qui avait été sorti en 2010 où il parlait spécifiquement d'inverser le reflux gastro-œsophagien juste avec un régime cétogène. Simple. Et je pense à quelque chose, là, je ne vais pas être politiquement correct. Par exemple, à mon travail, moi, on m'a reproché de faire de la discrimination parce que sur les nacelles élévatrices, eh ben, faut peser moins de 80 kilos. Et maintenant, on dit à chaque fois, ah oui, mais lui, il fait 100 kilos, lui, il fait 105, lui, il fait 95. Et ouais, mais toi, tu fais de la discrimination. Je fais, non, regardez, c'est marqué dans la notice, le mode d'emploi, c'est le truc de conformité. C'est le piston hydraulique ne peut pas soulever si la personne fait plus que 79 kg. Donc, s'il dépasse à 81, 82, machin, c'est pas fait pour. Et j'ai montré à mon patron qui était sur place. On était à 2 techniciens. J'ai essayé de soulever avec un autre qui était dedans. Et ben, le truc s'est mis en alarme et on pouvait pas monter. Donc, c'est factuel. Hein. Il faut, en plus, ça sert à rien de se balader. C'est comme si on se baladait avec un sac à dos avec 30 kilos de boîte de conserve tout le temps. Ça vous défonce les genoux, ça vous fait des problèmes de colonne vertébrale, d'être en surpoids. Et de toute façon, si vous n'avez pas l'eau pour ensuite, c'est ce que font les dromadaires, hein, pour hydrolyser vos réserves d'énergie en coupant ces lipides que vous avez stockés, vous ne pourrez pas les démétaboliser. Donc, ce n'est pas un stockage autonome comme le réservoir d'une voiture, puisque si vous ne mangez pas pendant 30 jours, il vous faut quand même de l'eau à boire. Et tu avais donné l'exemple, je me souviens, si tu ne bois pas pendant 3 jours, tu meurs. Donc, du coup… Non, c'est plus long que ça. Non, j'avais fait un exemple entre une personne privée de nourriture, une personne privée d'eau et une personne privée de sommeil. La question était quelle est la personne qui décède en premier? Et souvent, les gens parlent d'eau, alors qu'en fait, la première cause de décès, ça va être le manque de sommeil. Ouais. Voilà. Alors, c'est litigieux parce qu'on ne fait forcément pas d'expérience, on ne va pas tuer volontairement
une personne privée de sommeil. Mais on sait qu'à partir de 12 jours, il y a un risque vital alors que sur l'eau, il y a eu des gens qui ont fait des jeûnes secs de beaucoup plus de 3 semaines. Et je parle même pas de nourriture, juste d'eau. Enfin, il y a la nourriture, bien sûr, mais ils se sont passés d'eau plus de 3 semaines, bien sûr. On peut faire. C'est dangereux, hein. Et il y a des conséquences après la réalimentation, etc. J'ai pas dit que c'était sans conséquences. Il y a eu des morts, bien sûr, mais c'est juste pour montrer jusqu'où on va. Et l'urgence, en fait, c'est le sommeil, plus que l'eau et la nourriture. Ceux qui ont fait ça, c'était des aviateurs en Australie qui ont dû boire des. Non, il y a Ils tout ont- eu. Il y a eu des phases de torture qui ont été répertoriées. Il y a eu plein de choses pour le sommeil et l'eau. Un prisonnier aussi qui avait été oublié dans une cellule, une prison qui était désaffectée, je sais plus quoi, je connais plus trop l'histoire. Donc on sait, on a des trucs vraiment très documentés là-dessus. Et puis le record sur la nourriture de mémoire, c'est 382 jours sans nourriture. Le jeûne le plus long documenté scientifiquement. Par contre, il a été fait intégralement sous supplément alimentaire. Donc, il y avait une multivitamine qui était donnée tous les jours à cette personne. Donc sans nourriture, mais avec des micronutriments. Voilà. Ça me fait penser, parce qu'on avait parlé de micronutriments, et nous, l'étude suivi Max à l'INSERM, on s'était aperçu qu'en fait, les femmes qui font plutôt déjà attention, eh ben, ça a un effet négatif de faire une supplémentation non réfléchie, alors que les hommes qui, eux, mangeaient pas très équilibré, eux, pouvaient prendre un apport de multivitamines. Mais c'est toujours beaucoup mieux de prendre ce dont on a besoin et de ne pas Oui. prendre un panel comme ça qui serait la panacée et qui guérirait tout le monde, alors qu'on est des individus, on a chacun notre propre besoin et on ne peut pas prendre le médicament du voisin ou de la grand-mère pour se Surtout qu'en plus, soigner. les besoins micronutritionnels dépendent du contexte. Ça veut dire que déjà, changer de régime alimentaire change complètement le contexte. Quelqu'un qui serait dans une alimentation riche en glucides versus la même personne dans une alimentation cétogène, les besoins micronutritionnels sont différents. Donc, partant de là, on ne peut pas forcément standardiser quelque chose pour tout le monde. C'est impossible. Oui. Et c'est ce qui est préféré intellectuellement, malheureusement. C'est comme ça. On ne peut rien y faire. Donc, concrètement, qu'est-ce que tu mets dans ton assiette? Tu dis que tu fais 2 repas, midi, soir. Tu es plutôt viande, poisson, légumes, beaucoup de légumes, peu de légumes. Qu'est-ce que tu fais? Alors, moi aujourd'hui, là, j'ai mangé du saumon, m'a préparé ma femme. Bon, il y a tellement de choses à manger, hein, comme je dis, la choucroute, la ratatouille, même des pois, des pois chiches qui peuvent être évidemment hydratés. Et ensuite, on peut manger ça. On peut manger tout un tas de légumes de saison. C'est moi qui prépare la ratatouille, par contre, hein, donc je sais faire. Et on peut aussi préparer des tartes, comme ça, moi, c'est déjà prêt. Si on est pressé le soir, quand on vient du travail, on peut les réchauffer, les sortir du frigo. Donc ça, il y a tout un tas de recettes, hein. Nelly, elle en a diffusé plein. Après, moi, j'aimais bien, par exemple, aussi refaire mais sous forme de biscuits apéro, là, le mélange de c'est de la cacahuète, du beurre de cacahuète avec de la poudre d'amande et je mettais des lardons. Donc ça faisait une espèce de plein de petits gâteaux. Après, ce que j'appréciais beaucoup, c'était le gâteau. Donc pareil, j'avais un peu modifié pour que ça soit plus souple, avec du lait de coco, de la poudre de coco, il y avait du beurre de cacahuète aussi. Et on pouvait rajouter des myrtilles, moi j'aimais bien, ou sinon avec des framboises. Mais ça, on peut le travailler, c'est au goût de chacun. Mmh. Nelly, elle a fait beaucoup de travail là-dessus pour documenter et faire une liste, ce qui est donc une recette, ce qui est assez difficile parce qu'il faut faire plein d'essais, mais ça permet à ceux qui, qui voudraient s'y mettre de pouvoir s'y mettre. Parce que sinon, la facilité, c'est de faire des plats préparés. Moi, j'ai bossé pour une entreprise qui faisait ça quand j'étais en stage. Il y a même il y a beaucoup de publicité à ce sujet-là, mais il faut pas prendre de plats préparés, c'est n'importe quoi.
Oui, bien sûr. Et la deuxième partie de Bonjour Keto, notre deuxième livre, les 100 pages du milieu, c'est justement ce que Nelly expliquait. C'est tous les ingrédients du régime cétogène pour que chacun puisse se les accaparer et éventuellement retravailler une de ses propres recettes avec des ingrédients cétogènes pour la passer en cétogène. Ça, tout le monde peut le faire, peut inventer ses propres recettes qui lui conviennent à lui. Et puis, il y a aussi une façon très simple d'aborder le régime cétogène. C'est la cuisson juxtaposition. C'est très simple de dire je cuis un poisson, je cuis des œufs, je cuis de la viande. À côté, je cuis des légumes et puis je juxtapose. Et éventuellement, je fais une sauce avec de la crème fraîche, du fromage, enfin ce qu'on veut. Et ça, c'est extrêmement rapide. Ça peut se faire à l'avance avec juste à réchauffer le soir si on est pressé. Il y a plein de façons de vivre le régime cétogène. Il y a des gens qui cuisinent beaucoup et des gens qui cuisinent pas du tout. Voilà. C'était un point que je voulais aborder, que j'avais pensé à ça la semaine dernière. Tout ce qui est cumin, thym, tout ce qui est Herbe il n'y a, aromatique. Ouais. a pas que le poivre, le sel, toutes les herbes aromatiques, comme tu viens de dire. Tout ça, ça permet de donner du goût aux choses. Et le problème, c'est que on s'est passé de ça pendant une vingtaine d'années parce qu'on ne bouffait que des trucs avec du sucre ou avec du sel pour essayer d'équilibrer le truc. Enfin, ça va plus loin, mais bon, moi j'ai aussi étudié tout ce qui est agroalimentaire. Et donc, il faut apprendre à réutiliser le rayon des épices. Oui, et Il les faut y épices, aller. en plus que tu viens de dire le côté gustatif, c'est très bon, et là je suis 100% d'accord avec toi. Un truc fade, tu rajoutes quelques épices, ça devient très bon. Mais en plus, au niveau micronutritionnel, c'est souvent très très riche. Il y a énormément de composés dans les herbes aromatiques qui sont beaucoup plus denses en micronutriments que des végétaux qu'on va consommer sous forme de légumes. Moi, j'aime bien le persil. Quand ma femme elle cuit des barbecue ribs, elle met des feuilles de laurier avec pour que ça ait une réaction qui fait que ça change la viande. Euh, et ça, c'est vraiment quelque chose qui va. C'est triste parce que notre langue, elle a des centaines de capteurs. On l'apprend à l'école primaire, ça, comme quoi il y a plusieurs parties, mais on les utilise plus. On n'utilise plus la partie pour découvrir l'amertume. On n'utilise qu'un seul détecteur. Et c'est une catastrophe. Faut que les enfants, même tous les adultes qui s'y remettent, apprennent à avoir du goût. Et ça se passerait dans un monde idéal à la cantine. Mais donc, il ne faut pas laisser le ministère de l'Éducation nationale penser qu'ils vont éduquer correctement les enfants à bien manger, à bien compter, à connaître l'histoire, bien l'orthographe, parce que de toute façon, on voit très bien qu'ils mangent des pâtes, de la purée, du riz. C'est pas bien de pas leur apprendre. Et même moi, hein, j'ai découvert. J'ai appris à redécouvrir, mais heureusement, ma mère a cuisiné des légumes. On peut faire des potimarrons, c'est en ce moment. On peut faire des courges cuites avec dedans, on met des lardons, ou manger des œufs aussi, des œufs cuits durs. C'est un truc qui est simple, hein. Quand je vais voir mon parrain à la campagne, il échange des œufs contre des légumes avec sa voisine. Et puis, mais le troc est toujours autorisé en France, hein. C'est toujours dans le code, dans le code civil. Donc, on a le droit de se passer d'argent, hein. Je ne sais pas trop ce qui reste qui est autorisé en France. C'est devient un peu compliqué. Hein. Donc, s'il y avait trop de troc en France, ils seraient capables de mettre de la TVA sur du troc. Donc, le Bon Coin, ça, et puis des sites comme Vinted, et puis il faudrait que j'en cite un troisième pour faire l'égalité. Eh ben, ils sont surveillés maintenant sur la quantité d'échanges. Donc, tu pourrais imaginer une annonce échange grains de kéfir de lait contre SCOBY pour faire du kombucha. Et... Pour le troisième, je vais parler de Donon.org. Tiens, comme ça, au moins, on a équilibré, on a dit 3 marques. Et ben, dedans, ils proposent des solutions mères de kombucha. Très bien.
Donc c'est super sympa, c'est une communauté, moi j'en fais partie et Tu voilà, t'es on lancé échange dans le des. kombucha, ça y est? Bah, Dans la moi j'en bois, production? mais c'est pas moi qui le fais moi-même, mais je Ok. pourrais puisqu'il y a quelqu'un qui donne de la source. Alors, c'est faisable. Oui, oui, enfin, il n'y a rien de plus simple que de faire du kombucha à la maison. Puis une fois on s'est lancé, la recette et le guide complet que j'avais publié sur notre site en e-book, ça permet de sortir 4 bouteilles par semaine, 4 bouteilles de 75 centilitres. Ça suffit déjà pour une production familiale, quoi. Voilà. Moi Et, j'en bois plus. Alors. et ça prend 0 temps surtout, parce que franchement, le plus long, c'est de faire chauffer de l'eau et de mettre du thé dedans, quoi. C'est tout ce que ça prend comme temps. Et ça permet de se passer d'autres trucs, quoi, d'autres sodas. Mm. Qui... et moi, je trouve que c'est vraiment la meilleure alternative, hein, gustativement. Quand il fait très chaud, on en a marre de boire de l'eau, ben on peut prendre ça au lieu de tomber dans le piège de solutions sucrées. Et le pire, c'est parce que moi j'ai des connaissances là-dessus en Martinique, à La Réunion, et ben eux ils importent des sodas américains, ce qui font qu'ils sont encore plus sucrés, ils sont à 40 Alors, grammes. souvent, les sodas américains, et en particulier le Coca-Cola, n'est pas sucré au sucre. Il est sucré au sirop de fructose. C'est pour ça que le Coca-Cola américain n'est pas le même que le Coca-Cola mexicain. Et quand tu vas au Costco, donc tu sais, c'est le grand supermarché qui ressemble à un Ouais. hangar pas cher ici aux États-Unis, eux, ils ont des palettes de Coca-Cola mexicain. Et tu as des gens qui vont juste dans ce magasin-là pour avoir le Coca-Cola mexicain au sucre et pas au sirop de fructose fait avec du maïs. Il est différent. Là, il faut avoir conscience de tout ça. Moi, je suis observateur, je suis jamais lassé, j'aime bien apprendre, mais on est dans un monde où il faut qu'il y ait d'autres personnes qui consomment. Donc, s'il y a d'autres personnes qui achètent bah, du kombucha, bah, forcément, bah, ça fait que c'est un nouveau produit qui peut être trouvé. Le seul endroit où j'en trouve en France, je dirais, bah, c'est à Leclerc. C'est le seul. Mm. Mais, La et marque que le tu cites, en fait, moi, je l'ai découvert en 2017 ou 18, je sais plus, en Suède. J'avais été vraiment au nord de la Suède, largement au-delà de Stockholm, et c'est là que j'avais découvert cette marque. Je me suis dit, tiens, ils importent du kombucha portugais au nord de la Suède. Ouais. Ah, il a fait des kilomètres, du coup, il a un mauvais bilan carbone, mais Voilà. Mais maintenant, ça s'est un petit peu démocratisé en Europe. Il commence à y avoir quelques petites marques à droite, à gauche. C'est vrai que quand j'avais publié mon guide du kombucha sur notre site, il y avait quasiment rien. Il y avait 2, 3 marques qui étaient des vieilles, d'anciennes marques de produits bio. Typiquement, ils faisaient du jus de choucroute, ce genre de marques qui faisaient aussi du kombucha. Mais il y avait le choix entre rien et pas grand-chose. Alors qu'aux États-Unis, c'est un marché maintenant en dizaines de milliards de dollars. Du kombucha, tu en trouves partout, y compris dans une station-service paumée au milieu du désert. Ils te proposent du kombucha. Il y a des grosses marques. Chaque petite ville a sa production de kombucha. Nous, entre Denver et Boulder, on a déjà 4 marques ici, juste ici, très locales, qui n'est pas distribuée ailleurs. Et chaque ville, en fait, a sa marque de kombucha. Donc, c'est un vrai. Depuis 25 ans, c'est quelque chose qui explose aux États-Unis. Et en France, je ne pense pas. Comme on n'a pas la culture d'innovation, on n'aime pas les choses nouvelles, je vois pas un grand avenir sur le kombucha en France. bah, moi, quand je le propose, les gens me disent c'est bien, ils me demandent où on peut l'acheter, et c'est là où après ça bloque, et du coup, je peux, je C'est comme le peux pas. kéfir, c'est la même chose. On n'a pas la culture. Tu prends tous les pays de l'Est, à partir de l'Allemagne, les kéfirs, tu en trouves relativement partout. En France, c'est quasiment introuvable, quoi. Kéfir de lait cru, c'est introuvable. Il faut le faire soi-même. Voilà, c'est comme ça. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose d'autre à ton témoignage? Parce que maintenant, donc, du coup, ça fait, que je ne me trompe pas, Presque une 8 heure. ans, quasiment 8 ans que tu es en régime cétogène? 7, 8 ans? Oui, mais moi, je fais attention. Et après, au final, si on a cette autodiscipline, alors on est mal perçu, comme tu disais, si on refuse des gâteaux au boulot et tout, mais t'expliques que bah, toi, t'as pas envie de. Moi, je leur dis, ah, j'ai pas envie de devenir diabétique, machin. Et après, il y en a, ils le prennent mal, il y en a, ils le prennent bien. Bon. Mais moi, j'essaye d'être constructif. J'ai un collègue, là, je lui dis, bah, tiens, je te ramènerai des pistaches, tu vas voir. Et je préfère que mes collègues ils fassent des pauses en mangeant bah, pas des amandes ou des, des noix de cajou, des noix du Brésil. Il y a tellement de trucs qui existent. Hmm. Et pourtant, bah, tu as les rayons qui sont plus grands
pour de la junk food que les rayons de noix, même des cernes de Oui, noix alors, simplement. en fait, on peut prendre le problème dans l'autre sens, hein. Tu veux, les commerçants, ils sont pas stupides. Les commerçants, ils vendent ce qui se vend et ils ne vendent pas ce qui se vend pas. Voilà, c'est pas compliqué. Un commerçant ne va pas s'amuser à référencer et faire un grand rayon d'un truc que personne ne veut. Et de l'autre côté, si tout le monde veut des chips, eh ben, il va faire un grand rayon pour les chips et puis pour les sodas. Donc, à un moment donné, c'est aux gens d'apprendre, de comprendre, de changer leur mode de consommation. On sait très bien que le droit de vote démocratique le plus élémentaire que tout le monde possède, c'est son billet de 20 euros, parce que c'est vous qui décidez à qui vous allez le donner. Donc, si vous voulez soutenir la filière d'alimentation à l'herbe du bœuf français, bah, vous allez aller chez Pierre Hinard pour acheter du bœuf français élevé à l'herbe. Et si vous voulez engraisser les producteurs de soda américains, bah, vous allez acheter des sodas américains au supermarché. C'est vous qui décidez. Ça, c'est la vraie démocratie, c'est celle-là, hein. Alors moi, je vais Et chez on Tant peut faire Frère. s'effondrer l'industrie agroalimentaire en quelques semaines, juste en changeant son mode d'alimentation. Si tout le monde change d'alimentation en même temps, ces entreprises, elles coulent. Il faut être clair. Il n'y a pas besoin d'une réglementation, d'une loi, de l'État ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est la vraie solution démocratique. C'est le billet de 20 euros que vous avez dans la poche. C'est vous qui décidez ce que vous en faites. Moi, quand je veux acheter ma poudre noix de coco ou ma poudre d'amande, et même la viande, je vais chez Tant Frère. Mais il faut être véhiculé. Bon, ça va, j'ai cette chance-là. Et après, il faut que les gens ils fassent l'effort, ils fassent la demande auprès des commerçants pour que ça change. Parce que finalement, je vois bien qu'il y a des petits commerces, c'est des trucs genre où tu as des boutiques Laca Mobile, machin, bah eux, ils vendent des fruits et des légumes, hein. Finalement, ils vendent tout. Et tu as de la demande, des trucs exotiques comme ça, et ben ils vendent de la poudre d'amande, tu peux trouver. Bien sûr. Mais c'est juste un choix personnel. C'est des gens qui ont envie de retrouver une santé grâce à leur assiette et après, ils font des choix en conséquence. Personne n'est obligé de manger de la junk food aujourd'hui, hein. On peut manger sain, même avec un budget restreint. Ah, bien sûr, c'est un peu plus compliqué. Il faut chercher les promos, il faut chercher les bons morceaux, faut pas vouloir manger du filet de bœuf tous les jours. Ok, très bien. Mais il y a toujours une astuce pour arriver à bien manger sainement des produits bruts, pas des produits transformés, et maintenir son budget. C'est possible. C'est juste une volonté. Moi, quand j'étais à Gustave aussi, je bossais en ORL, donc je voyais des gens qui avaient des cancers souvent à cause des cigarettes ou d'autres choses, hein, papillomavirus, P16. Et c'est une volonté aussi de ne pas fumer. C'est une volonté de ne pas trop boire d'alcool ou de ne pas en boire. Et ces deux cas-là, bah, c'est 60 000 et 50 000 morts par an en France. Donc plus de 100 000 morts. Bien sûr. On, Donc prenez soin de votre santé, moi je dirais aux gens qui nous regardent. Et, euh, et puis si vous avez des enfants, bah, faites-leur manger et découvrir des choses qui leur donnent du goût. Parce que finalement, il y a des enfants, des fois, ils adorent les choux de Bruxelles. Ça existe, mais tout dépend de la façon dont c'est fait. Parce qu'il faut le cuire en 3 fois, en changeant l'eau à chaque fois pour enlever le soufre, pour enlever ce goût qui est mauvais. Si on le cuit d'une seule traite, comme ils vont faire dans les cantines scolaires, et ben forcément, dans les cantines scolaires, après, bah, les enfants, ils mangent un truc qui est dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot. Donc après, bah, ils vont préférer manger des saloperies. Et on peut aussi manger des endives, ça c'est toute l'année, ça pousse à l'abri de la lumière, champignons de Paris, je ne sais pas quoi d'autre. Regardez le Sequel, regardez les recettes de Nelly, et puis vous faites le tri. Après, moi, c'est ce que On a c'est ce qu'on accès avait à fait. notre guide de démarrage sur notre site que vous pouvez avoir directement gratuitement sur notre site. Il y a la liste des 7 au top ingrédients. Il y a déjà tout dedans, hein. On en a tout fait, hein. Sur une seule page, tu as tous les aliments qui rentrent facilement dans le régime cétogène avec la quantité de glucides nets indiquée juste devant. Donc, les gens Et qui puis, ils veulent font un faire simple, avec stabilo. juste cette feuille, ils font leurs courses avec, ils l'accrochent sur le frigo. Hop, il n'y a même pas besoin d'aller chercher plus loin. Ils prennent un stabilo, et puis ils mettent des petits post-it là, sur les recettes qu'ils préfèrent, comme ma femme elle a fait avec votre livre. Et puis bah, ensuite, bah, on les fait. Il y a des trucs excellents, hein, un gâteau au chocolat avec de noix de coco. Finalement, il y a plein de gens qui disent ah mais j'aime pas la noix de coco machin, mais finalement tu le sens pas trop parce que c'est un structurant, c'est pour maintenir la forme. Et un point qu'on n'a pas dit, mais il y a tellement de choses à dire, il y a une différence de temps entre si vous mangez
des glucides, donc on va dire du pain de mie, machin, et des noix. Donc ça veut dire qu'il y en a un, en 20-30 minutes, vous avez digéré, c'est passé dans le tube digestif, ça va dans notre intestin, et il y en a un autre, ça met des fois 3-4 heures avant d'être dissous, ce qui fait qu'on ne ressent pas la faim. Parce qu'il y en a qui, en m'écoutant, en me disant quoi, qu'il mange le midi, il mange le soir, il n'a pas faim entre 20 heures et jusqu'à le lendemain midi. C'est-à-dire qu'il passe pendant comme ça 15-16 heures, parce que des fois je mange à 14 heures. Bah non, j'ai pas faim. Pourquoi? Parce que j'ai mangé des choses qui mettent du temps à être déstructurées, à être métabolisées, et du coup, je mets du temps à digérer ce que j'ai mangé. Mais c'est sûr que les gens qui mangent simplement des biscuits et puis des choses qui se digèrent en 30 minutes, un quart d'heure, se sont bien bourrés l'estomac avec une baguette de pain entière avec un jambon, et ben, ils vont re-avoir faim après. Et c'est pour ça que ces personnes-là vont manger à 7 heures du matin, à 10 heures, à midi, ensuite à 4 heures, ensuite à 20 heures, et puis C'est malheureusement tant que les gens n'ont pas essayé le régime cétogène, ils ne peuvent pas dire je sais ce que c'est que la satiété, parce que les glucides ne permettent pas de l'avoir, cette satiété. Moi, je suis, on va dire, 8 ou 9 jours sur 10 sur un repas par jour, c'est-à-dire que je jeûne 23h30 par jour, et il n'y a aucun problème, il n'y a aucune faim, quoi que ce soit, parce que j'ai une parfaite satiété sur un repas, et ça, avec des glucides, on ne peut pas le faire. Parce que même si tu te gaves sur un seul repas, 5-6 heures plus tard, tu as faim avec les glucides. Ce que tu n'as pas avec un régime cétogène, bien sûr. Mais ça, il faut l'avoir expérimenté pour y croire, parce que tant que les gens ne l'ont pas essayé, ils ne veulent pas y croire. Voilà, c'est pour ça qu'il faut qu'on le dise, et comme ça, ils en ont entendu parler. Puisque sinon, ils vont rester dans cette logique de ah bah tiens, toutes les 2 heures, il y a une publicité à la télé, bah tiens, c'est le moment d'aller faire pipi, puis de bouffer un gâteau. Et c'est comme ça que ça se passe. Ils prennent un paquet de chips, et puis mais nous, on leur propose quelque chose qui est bien pour leur santé. Tout à fait. Mais la meilleure solution, c'est de l'essayer. Et c'est ce que je dis toujours. Hein. Il n'y a vraiment aucun risque à se dire, voilà, je définis une plage de 2 mois, 3 mois, j'essaye à fond le régime cétogène, sérieusement. Déjà, commencer par apprendre. On ne se lance pas en régime cétogène sans avoir rien lu, parce que là, on va se planter. Donc, il faut lire la base. Il y a des choses à savoir, les protéines, les lipides, le sel, la rétention d'eau, tous ces points-là qui sont importants pour ne pas faire n'importe quoi. Et puis après, on se lance, on se dit, voilà, je me donne 2-3 mois et je vois ce qui se passe au bout de 2-3 mois. Est-ce que j'ai des symptômes qui ont disparu? Est-ce que j'ai perdu du poids? Est-ce que c'est facile dans mon emploi du temps? Est-ce qu'au niveau du budget, je m'en sors? Voilà, c'est bien de se donner un laps de temps. Et puis après, vous faites un bilan. Et je suis persuadé que quand vous aurez testé ça 2-3 mois, vous ne reviendrez pas en arrière. Oui. Et ben, ça fait déjà 1 heure qu'on est avec la vidéo. Est-ce que tu veux ajouter un mot de la fin, je ne sais pas moi, pour encourager les gens, ou qu'est-ce que tu voudrais leur dire pour que les gens envisagent le régime cétogène pour retrouver une bonne santé, peut-être, je ne sais pas. C'est que le changement, il viendra pas des autres. C'est pas les commerçants, les supermarchés. Avant, ça n'existait même pas, les supermarchés. Il y avait que des marchés sur les places publiques. Là où moi d'ailleurs j'aime bien aller. Le changement, il viendra de vous. Et c'est vous qui pouvez changer ce que vous mangez, parce que vous avez une bouche, donc vous pouvez la fermer, pas manger ce que vous voulez pas manger, et vous pouvez l'ouvrir pour manger ce qui est bon pour vous. Faut pas se laisser intimider, faut pas se laisser influencer par parce que maintenant c'est la mode des influenceurs qui eux sont riches simplement parce qu'il y a des imbéciles qui achètent leur farce à trappe en plastique qui sont renvoyés. Mais c'est à nous d'être ce qu'on apprenait avant à l'école, d'avoir une indépendance intellectuelle, de réfléchir par nous-mêmes et de façon logique, parce que soi-disant, ça c'était les protestants, les calviniens qui disaient qu'on avait une autodétermination et puis qu'on pouvait avoir notre propre philosophie. Donc ça, c'est ce qu'on doit faire,
C'est ce que je propose aux gens qui nous regardent, qui ont passé 1 heure à nous écouter, d'avoir une bonne influence. Nous, au contraire, hein, on leur dit pas buvez l'alcool à 60 degrés ou fumez cigarette. On leur dit non, mangez des trucs bons pour votre santé parce que vous en avez qu'une. Et en plus, ça va vous coûter super cher quand la sécurité sociale remboursera plus rien, parce que là, ils commencent à ne plus rembourser 1 euro par boîte, machin. Quand vous serez malade, de toute façon, vous n'aurez pas les moyens de vous soigner. Hein. Ça sera pas comme vous aurez plus de médicaments gratuits. Hein. Ça va bientôt se finir, ça. Donc, anticipez, soyez pas malade. Et c'est dommage de se défoncer les genoux aussi, le dos, parce qu'il y a pas que le foie qui est abîmé, il n'y a pas que la stéatose hépatique, il y a aussi l'image qu'on a de soi-même, physiquement, pouvoir marcher, pouvoir courir, pouvoir nager. Il y a plein de trucs super à faire dans la vie. Hein. Faut pas se focaliser sur des choses négatives. On parle tout le temps de guerre partout, là, en Ukraine, à Gaza, machin. Pensez à vous. Tout à fait. Pensez à vous et devenez acteur de votre propre santé. Voilà en résumé l'idée. C'est-à-dire, faut agir. Merci Antoine pour ce témoignage. Et merci Ulrich de m'avoir invité. C'est moi. Et je te dis à très bientôt. Salut.